En fait, en marketing, le concept de congruence ou de cohérence par rapport à un schéma mental est un continuum. C'est-à-dire que vous avez des situations d'incohérence très fortes et des situations de cohérence parfaite ou d'incohérence modérée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans mon cas, la cohérence parfaite, c'était de dire, j'ai une marque artisanale et je mets la plaquette d'information sur le mode de fabrication artisanale. Si j'avais voulu créer une situation d'incohérence très forte, j'aurais mis la marque artisanale et là, j'aurais repris vraiment les 6 critères que j'avais de ma représentation du mode de fabrication industriel et texto, je les aurais mis en type de plaquette d'information. Alors, c'est incohérent puisque la marque est artisanale. Ce qui m'a semblé peu judicieux dans mon cas et dans cette étude, c'est qu'on sait très bien que les marques ne vont pas communiquer sur le fait que le produit a le même goût toute l'année, que la fabrication est automatisée, etc. Donc j'étais coincée avec ça. Et donc au lieu de partir sur vraiment une incohérence forte, où en fait la littérature nous dit que ben là, forcément le consommateur n'est pas idiot et qu'il ne va pas accepter ce type d'incohérence, j'ai préféré partir sur une incohérence dite modérée, c'est-à-dire juste décrire le produit, comme le font les marques industrielles, hein, Bonne Maman en l'occurrence. Et donc du coup, j'ai mis ce texte-là, qui était un petit peu incohérent pour une marque artisanale, ou en tout cas pas poussée par rapport à l'autre plaquette, et ça crée ainsi des situations d'incohérence modérée. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sait dans la littérature nous dit que, eh bien, dans des situations d'incohérence modérée, en fait, les individus traitent les informations de manière holiste, de manière globale, et s'ils perçoivent une petite incohérence, en fait, l'esprit est tellement content d'avoir perçu cette incohérence qu'il va mieux évaluer le produit. Est-ce que vous avez des exemples de marques qui ont... Alors, c'est juste des tests théoriques, en tout cas de chercheurs aux États-Unis, mais non, il n'y en avait pas forcément. Alors, est-ce que l'incohérence modérée viendrait ici du fait que j'ai mis la plaquette d'information du mode de fabrication artisanale sur Reflet de France ou sur Bonne Maman? Oui, mais dans ce cas-là, vous améliorez la qualité perçue du produit, donc c'est facile de dire que c'est mieux perçu. Si j'ai un produit industriel, je mets une plaquette. Mais l'inverse m'intéresse plus. Quand vous dites sur un produit artisanal, je vais mettre des informations qui sont issues de l'industrie, et je vais quand même améliorer le goût. Oui, parce que la perception. Parce que l'information améliore le goût perçu du produit. Il n'y a rien à faire. Quelle que soit l'information, c'est-à-dire même si l'information est dévalorisante, elle améliore le goût. Oui, C'est ça l'idée. là, elle n'était pas dénigrante. Non, tout à fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis vraiment dans des situations d'incohérence modérée. Mais on sait aujourd'hui, la marque améliore le goût et l'information va améliorer le goût, même si l'information n'est pas positive. Tout à fait, c'est pour ça que d'ailleurs, les représentations artisanales, les 6 critères qui y ressortent sont vraiment, je vous l'ai dit, hein, une représentation idéalisée du mode de fabrication artisanale. Oui, le consommateur veut y croire. Alors, attention, là aussi, je n'ai pas présenté tout mon modèle. Il y avait d'autres variables, notamment l'implication des individus, qui était une variable individuelle, l'implication des individus par rapport au mode de fabrication. Bon, ça ne change pas les résultats finaux, mais bien évidemment, quand une personne est impliquée, ou en tout cas accorde de l'importance au mode de fabrication du produit, l'information a plus d'importance pour elle, et va estimer qu'il y a plus d'incohérence, sera plus sensible à une incohérence même modérée. Mais ce n'est peut-être pas forcément la majorité des consommateurs. Et donc voilà, là aussi, enfin, je ne pouvais pas tout présenter aujourd'hui, mais j'ai tenu compte de ces variables individuelles dans les résultats, qui changent assez peu hein, les résultats. Mais je vous rejoins complètement, oui, ils veulent croire. Ouais. En psychologie cognitive, on nous dit que les représentations mentales sont relativement stables et qu'il est parfois difficile d'en changer. Donc,
je vous rejoins, on sait très bien, il y a des reportages de plus en plus où on nous dit quand vous allez sur le marché en Provence, l'huile d'olive vient pas de Provence, c'est pas possible, pas forcément toujours, donc il faut faire attention, bien évidemment. Après, sur les tests médaillés, etc., on pourrait en reparler, ça dépend comment ils sont faits. Hein. Encore une fois, il y a l'influence d'un certain nombre de stimuli sensoriels qui peuvent venir jouer, mais on sait très bien qu'encore une fois, la vision joue énormément sur l'influence du goût du produit. Donc, pour vous répondre, je suis un peu désolée, mais tant que les individus, les consommateurs, se seront mis en tête que petit c'est bien, gros c'est pas bien, Kaufmann le disait, et encore une fois je vous ai dit, Kaufmann met en avant cette histoire de petit arrangement. Ah oui, non, les grandes surfaces c'est pas bien. Non, en fait, tu y vas tous les samedis, quoi. Donc, on fait comment? Voilà, donc les représentations sont stables, et parfois les comportements sont irrationnels par rapport aux représentations. C'est ainsi. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, les industries agroalimentaires, si elles veulent jouer avec les représentations, elles peuvent, mais elles sont relativement stables et ça n'empêchera pas les comportements irrationnels. Tout simplement, c'est issu un peu de ce que les sociologues de l'alimentation appellent la pensée magique, les lois de la similitude, etc., les caractéristiques universelles du mangeur qui font que l'individu veut de l'artisanal, mais et attention, encore une fois, il veut de l'artisanal, mais de l'artisanal propre, de l'artisanal bien packagé, etc., etc. En fait, oui, encore une fois, ça peut paraître curieux. Alors, attendez, ça dépend de l'information qu'on va mettre. Si vous mettez en avant additif X, Y ou Z, bon, d'accord. Mais on fait déguster à l'aveugle. On a une note, 5 sur 10. On fait déguster avec des informations. On a une note 5,5, on fait déguster avec la marque, on arrive à 6. Donc, quelle que soit l'information, et Cyril Sanchou l'avait montré sur le pâté, sur le mode de fabrication du pâté, traditionnel, artisanal et industriel, et bien, même en présence d'informations sur une fabrication dite un petit peu plus industrielle, ils ont montré que le goût était mieux évalué, était mieux perçu. En tout cas, le goût perçu était mieux. Alors, je vais vous dire que c'est l'ex-juriste qui va vous parler, parce que j'étais dans une vie antérieure, j'étais juriste d'entreprise. La loi, le législateur est toujours en retard sur l'évolution de la société. Donc, le législateur, c'est l'article R122.1 du Code de la consommation, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le législateur définit ce que c'est qu'un artisan, un produit artisanal. Alors après, si... attention, je n'ai pas d'exemple en tête précis où une marque nationale distribuée en grande surface met le terme artisanal. Non, c'est très réglementé. C'est quand même très réglementé. Donc, on a quand même un système qui ne marche pas trop mal, qui marche peut-être toujours encore en retard. Les lois Internet, etc. sont la preuve, mais voilà, quand il y a à un moment donné dépassement d'un certain seuil de tolérance, la répression des fraudes agit, ce qui a été le cas pour les chiffres anciennes, mais bon, pour les chiffres anciennes, oui, sauf que j'en ai encore trouvé la semaine dernière dans le linéaire. Donc il y en a encore. Et puis toutes vos conclusions montrent qu'il y a une envie d'entretenir la confusion, quoi. Enfin, tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il n'y a pas d'opposition entre artisans et industriels, mais quand même, c'est pas les mêmes modes de fabrication. On a parlé aussi en introduction. Oui. Les modes de fabrication, c'est pas les mêmes, quoi. Alors, ce qui est marrant sur les additifs, c'est qu'en fait, je pensais vraiment que ça allait ressortir dans les 6 critères saillants, et c'est pas ressorti. Pas du tout. Le score factoriel n'était pas bon, donc j'étais assez étonnée. Mais bon, c'était que du qualitatif. Donc, bon, après, quand je suis passée en quanti, c'est pas ressorti. Curieusement, je m'y attendais, mais non. Donc voilà, oui, je sais que pour les artisans, la situation est délicate. Mais malgré tout, je serais peut-être plus positive en vous disant qu'il y a vraiment des leviers sur lesquels les artisans peuvent jouer en mettant en avant leur fabrication artisanale. Je vais vous donner un contre-exemple. Charles Gervais,
est une marque qui existait il y a quelques années, qui a disparu. Charles Gervais, c'était Monsieur Charles Gervais qui fabriquait des crèmes. Et ça n'a pas marché. Ce positionnement n'a pas marché pour cette marque-là, donc ils ont arrêté. Donc c'est ce que je disais en conclusion, c'est-à-dire que oui, certaines marques peuvent jouer sur la tradition, la nostalgie, en respectant la loi. Bonne Maman ne parle pas de artisanal, proprement parlé. Elle parle de nostalgie avec l'enfance, elle parle de tradition sur certaines traditions, hein, mais ça a été une des premières à le faire. Le bocal encore en Vichy, etc., la petite typologie qui va bien. Bon. Toutes les marques ne peuvent pas le faire, loin de là. Encore une fois, si le territoire de la marque ne l'autorise pas, ce ne sera pas possible, ce ne sera pas accepté par le consommateur. Ce qui implique de la part des marques de bien connaître leur territoire et de bien connaître les associations que font les consommateurs avec leur marque. Donc là aussi, hein, il y a tout un tas de travaux sur le territoire de la marque. Mais je reste quand même relativement optimiste pour les artisans. Je trouve qu'il y a de belles choses qui sont faites. On en parle, le goût est à la mode, hein, énormément. Hein. Il y avait des émissions télévisées, des concours, etc. etc. Des communautés du goût qui se mettent en place. Donc, voilà, il y a des mouvements, hein, je pense à Slow Food par exemple. Il y a tout un tas de choses qui existent et qui mettent vraiment en valeur le travail des artisans. Je travaillais vraiment que sur la France et pour une raison simple, c'est que pour tout ce qui touche à l'alimentaire, il vaut mieux raisonner franco-français, on va dire. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites aux États-Unis. On ne consomme pas, les Américains ne consomment pas de la même manière que nous, pensent en micronutriments. Nous ne pensons pas en micronutriments, nous pensons plutôt en plaisir, aussi en considération santé. En fait, dans l'alimentation, il vaut mieux raisonner par pays. Je trouve que c'est très dangereux d'aller au-delà avec nos critères à nous. Encore une fois, les représentations sont communes à des individus issus d'une même société. Et, oui, je pense que par exemple l'Allemagne, on retrouve des problématiques à peu près identiques. Alors, et donc il y a peut-être, mais je n'ai pas connaissance, mais il y a peut-être des études qui ont été faites. Et ça serait intéressant de savoir si la... Je vous renvoie à un ouvrage de Fischer et Masson de 2008, où ils ont fait une enquête sur plusieurs milliers de consommateurs en Europe et aux États-Unis, qui pourraient vous apporter des indications où je trouve que c'est un beau travail d'enquête où on voit bien la différence entre les Italiens, les Anglais, les Espagnols, les Français, les Japonais et, si mes souvenirs sont bons, les Américains aussi. Donc en fait, on voit bien quand même la distinction. On ne pense pas forcément l'alimentation de la même manière. Regardez, un exemple, en Espagne, le yaourt au citron, il est jaune. En France, il est blanc. S'il n'est pas jaune, et encore, ils ont adouci. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il était jaune fluo. Ils sont en train de passer à un jaune un petit peu plus pâle, mais il reste jaune. En France, un yaourt au citron jaune, ça va faire un yaourt chimique. Pas bon, pas naturel. Vous voyez, donc rien que ça, déjà il faut repartir à zéro dans le code. Donc, plus qu'ailleurs, et je le dis à mes étudiants en marketing, dès qu'on passe sur un autre pays, eh ben, il faut faire attention, les codes ne sont pas les mêmes, hein, il faut s'imprégner de la culture, encore plus dans l'alimentaire, je dirais. Voilà. Mais je vous renvoie à cette étude, cet ouvrage qui est intéressant, dont j'ai perdu le titre. Alors, donc pour mon échantillon quali, on va dire, sur la représentation, donc mes 15 individus, j'ai quand même pris des individus qui étaient plutôt intéressés par l'alimentation, parce que sinon, pour leur faire parler 45 minutes, ça va pas trop faire. Mais, oui, donc ça pose le problème de leur représentativité par rapport à la population. Donc il n'y avait aucune représentativité, ce n'est pas ce qu'on cherche quand on fait un qualitatif. Par contre, après, en quanti, j'ai envoyé donc le questionnaire à 1200 personnes, 450 m'ont répondu, et l'échantillon est relativement représentatif d'une population extrêmement variée en termes de catégories socio-professionnelles et d'âge. Hein, on est attentif à ça. Je me souviens, mon directeur de thèse m'avait dit attention, attention. Bah oui. Non, sinon, bien et est-ce qu'il y a des différences en fonction des classes sociales? Vous avez peut-être un échantillon trop petit pour pouvoir en parler.
je ne l'ai pas étudié, c'était vraiment trop petit. Déjà sur mes 6 situations, j'étais vraiment limite en termes d'individus. 35 individus sur 6 situations, c'est vraiment limite. C'est juste. C'est un peu juste, ben oui. Mais je peux vous assurer que pour essayer de récupérer... De toute façon, c'est beaucoup de boulot. Hein. Oui, j'ai eu un souvenir amer de ça. Parce qu'il fallait vraiment retrouver les 211 individus. Donc là aussi, ça fait partie des limites de mon étude. Il y en a évidemment qui sont autant de voies de recherche, mais il y a plein de limites. Je sais que par exemple, il y a des variables individuelles que j'aurais pu faire intervenir, autres. On parle souvent de l'humeur qui peut agir. Alors, j'en ai pas parlé, mais malgré tout, j'ai veillé à éviter un certain nombre de biais. Alors, ce qu'on appelle en goût les biais, les effets de report. J'ai fait... il y a plein de biais qui existent quand on fait déguster à l'aveugle. Là, je vous en ai pas parlé, mais on fait pas ça n'importe comment. Typiquement, on sait très bien que quand on fait déguster un produit, le premier produit est toujours mieux évalué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait déguster un produit lambda d'une marque premier prix pour justement que le goût se fasse. Sachant qu'en plus j'avais pris du chocolat, de la crème au chocolat et de la confiture de fraises. Donc c'était pas par hasard, c'est parce que c'était des aliments de plaisir, mais le chocolat a quand même reste, on va dire, dans la bouche, c'est comme la moutarde, etc. Donc ça pouvait apporter un biais dans mes résultats. Donc j'ai posé tout un tas de questions avant en termes de satiété, en termes de connaissance, en termes de consommation du produit pour limiter un certain nombre de biais. Donc là, a priori, ça n'a pas trop entaché mes résultats. Est-ce que vous aviez testé au préalable les préférences personnelles des individus? Alors, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le chocolat, il y en a d'autres qui n'aiment oui, pas la confiture de fraises. Donc je n'ai pris que des individus. Alors, j'ai fait des tests en amont. Déjà, j'avais posé la question à près de 500 personnes, leur demander, citez-moi des marques artisanales ou industrielles de confiture de fraises, de crème au chocolat, pour savoir un petit peu. Alors, pour les artisanales, ça a été plus difficile. Bon, industriel, tout le monde m'a cité des marques très connues, mais artisanales, c'était plus délicat. Certains m'ont dit, c'est la confiture de la petite épicerie du salon de thé, je sais qu'il fait soi-même, etc. C'est la crème du pâtissier, du traiteur, bref. Donc, ça a été plus délicat. Et il y en a quand même qui m'ont cité des marques de produits de moines trappistes. Et donc c'est là que je me suis dit, mais oui, bien sûr, on va prendre des marques d'abbaye. Alors, d'autant plus que on sait que l'abbaye de Sept-Fonds commercialise ses produits aujourd'hui dans certains Leclerc du centre de la France. Alors, j'ai pas pu prendre cette marque parce qu'elle est labellisée bio et que je ne voulais pas introduire un autre biais en mettant un label. Non, c'est pas possible. Bon, donc ça, j'ai vérifié, et bien évidemment, je n'ai pris que des individus consommant occasionnellement, non, mais en tout cas aimant un minimum la crème au chocolat et la confiture de fraises. Sinon, c'était pas possible. En termes de recherche d'une marque artisanale de confiture, je voulais vraiment que l'artisanal ressort, et c'est vrai qu'on s'est tourné sur des produits d'abbaye. Est-ce que ça a contribué à un biais? Je ne suis pas persuadée. Une partie de mon échantillon, ce sont des étudiants en master de biologie. Et à plusieurs reprises, j'ai posé la question, mais après les tests, j'ai dit, mais marque d'abbaye, c'est quoi? Ils ne savaient pas, ils disent non, je ne sais pas, des moines, des machins. Bon. Je ne suis pas persuadée que ça ait beaucoup influencé, en tout cas pour une partie de mon échantillon, les résultats. Mais ça aurait été une possibilité, mais en fait, je n'en ai pas trouvé. Je ne voulais pas non plus, étant donné que mon échantillon était sur Dijon, je voulais essayer de trouver une marque inconnue, pour pouvoir justement essayer de sortir des scores de capital de marque qui étaient intéressants. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Donc, comme mon échantillon était quand même là, l'échantillon gustatif était sur Dijon, il y avait des marques artisanales de confiture, mais j'ai supposé que, du coup, elles allaient être connues, et je ne voulais pas... je voulais vraiment une marque inconnue pour essayer de faire terrain vierge, qui n'est pas... pour voir après ce qui allait sortir comme résultat. On peut aussi faire le parallèle, petit, gros, par rapport aux grandes surfaces. Aujourd'hui, on sait que les grandes surfaces réintègrent les centres-villes. Alors, bien évidemment... parce que les individus n'ont plus forcément envie d'aller faire des kilomètres pour remplir leur caddie, mais
c'est aussi une manière, donc elle réintègre les centres-villes avec des surfaces plus petites, c'est aussi un moyen de reconquérir le consommateur. On sait très bien que les grandes surfaces font beaucoup d'efforts aujourd'hui pour mettre en valeur leurs produits. Hein. Il y a un carrefour à Vénissieux qui a été un carrefour test où on a recréé sur les fruits et légumes une ambiance un peu marché. Hein. On joue sur l'éclairage, etc. etc. Donc aussi, ça participe à ça. Alors, c'est pas forcément moi qui le dis, en tout cas ça s'est revérifié, mais Jean-Paul Kaufmann le disait aussi dans son ouvrage en 2005, rien à faire, hein. Tout ce qui est gros c'est pas bon et tout ce qui est petit, et alors que les consommateurs vont dans les grandes surfaces. Donc voilà, et c'est pour ça, encore une fois, les représentations, quand elles sont ancrées, c'est pas évident de les bouger. On peut, il y a des éléments stables, puis après il y a des éléments périphériques autour où on peut travailler dessus, mais typiquement, il y a des chercheurs qui sont penchés sur la question pourquoi un certain nombre de messages de santé, mais ça c'est un autre sujet, ne marchaient pas. Bon, il faut aller voir les représentations mentales derrière, hein. C'est ni plus ni moins. Et une des voies de recherche que je propose, c'est de retravailler par exemple sur les plats cuisinés. Alors, pourquoi j'ai travaillé sur la dimension plaisir? Tout simplement pour essayer d'avoir, en termes de résultats, vraiment des résultats qui puissent être significatifs. Et encore que certains de mes résultats sont modestes, mais ça s'explique, parce qu'encore une fois, le goût, c'est pas juste de la cohérence vis-à-vis d'une information, c'est plein d'autres facteurs. Mais alors, tout simplement, aussi pourquoi l'aliment plaisir? Parce que je sais que François Langlais, un de mes collègues à l'Université de Savoie, avait lui aussi travaillé sur la danette. Donc la crème au chocolat. Comme c'est du plaisir, les individus sont aussi plus enclins à répondre aux questions, il y a ça aussi. Hein. Voilà, et ça peut entraîner une certaine significativité dans les résultats, mais c'est clair qu'une de mes conclusions était de dire j'aimerais bien savoir ce que ça donne sur les plats cuisinés. Vraiment. Et alors, vous avez déjà des hypothèses sur les plats cuisinés par rapport à ce que vous avez fait là ou... Je sais pas. Franchement, je ne sais pas, il faudrait recommencer. J'ai bien peur que le résultat soit pas vraiment très différent. Parce qu'on l'a vu dans les verbatims, hein, on vous dit cassoulet, voilà, c'est un plat cuisiné. Hein. Alors c'est marrant, le cassoulet, même dans le nord ou l'est de la France, on sort du cassoulet. Alors, moi je suis du sud-ouest, donc je comprends le cassoulet que ça ressort. Mais alors, et même dans l'enquête de Lambert, ils ont ressorti le cassoulet. Ça va être emblématique de la France. Mais là en fait, par exemple, pour le cassoulet, on va être encore dans un bénéfice-plaisir du consommateur en fait. Je pense que certaines personnes dans cette salle vous diraient ouais, le cassoulet, c'est... Je sais pas, le père dirait c'est direct dans les fesses quand même. Oui, bah oui. Donc, oui, mais c'est un plat... Enfin, attention, un steak frites est un... Alors, est-ce qu'il y a des plats ou des aliments qui ne sont pas des aliments plaisir? Non, alors, oui, j'imagine bien, mais maintenant... L'information, elle peut être reliée au plaisir ou elle peut être reliée, là on a le fonds alimentation et santé, elle pourrait être reliée à la santé. Alors voilà, ce qui se passe c'est qu'en France, et les dernières études, même les plus récentes, le montrent encore, ce qui arrive en tête quand on interroge les Français sur l'alimentation, c'est le plaisir. La santé est en train de gagner du terrain, mais c'est avant tout le plaisir. Vous posez la même question aux Américains, ils vous diront santé. Voilà. Vraiment, les anglo-saxons pensent l'alimentation comme des micronutriments. Je mange tant de lipides, tant de glucides, c'est génial, ça fait rêver. Chez nous, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux raisonner souvent en consommation. Je préfère raisonner en consommation alimentaire, vraiment pays par pays. Donc, oui, tous les aliments seraient aliments plaisir, mais le cassoulet, il y a vraiment derrière l'idée de je vais me rassasier, etc. Mais je me ferai toujours plaisir, même avec un steak frit. Merci. Merci, je tiens vraiment à vous remercier, c'était très bien. Je ne vais pas tenter une synthèse, mais quand même 2 ou 3 éléments de réponse qui me semblent à ce stade-là être restés un peu en suspens. Évidemment, on est allé directement sur l'axe qui était le plus important, qui était celui des représentations. On vient de passer beaucoup de temps sur gros versus petit, et sur les vertus du petit.
Et puis, on a eu aussi, à un moment donné, via d'ailleurs les représentants professionnels, la mise en miroir, qui d'ailleurs ne s'est pas faite vraiment, contrairement à ce que j'avais dit en introduction, entre l'artisanat et l'industrie. C'est pas ça. Et je peux rassurer les représentants de l'artisanat, a priori, il n'y a aucun industriel qui écrive en gros dessus produit artisanal, parce que ça n'est tout simplement pas possible au regard de la loi. À l'inverse, quand même, je souhaite dire aussi aux artisans qui protègent, évidemment, on le comprend un peu jalousement, les vertus ou les attributs de la petite taille, puisqu'on a dit qu'il y en avait, en disant que l'industrie des aliments n'est pas l'industrie de la chimie fine. Que je sache, il s'agit de produire de la nourriture et qui, en toute hypothèse, reste dans le champ du comestible et sans que quiconque ait à redire là-dessus, me semble-t-il. Donc on n'oppose pas quand même un modèle industriel qui ne serait pas fait pour ce qu'est son objectif, c'est-à-dire nourrir la population. Alors, quand on a dit ça, on voit bien qu'on a tourné autour de l'usage ou de l'utilisation faite d'une autre notion qui est celle du caractère ou non traditionnel. Et là, évidemment, ça clive moins bien, parce qu'il y a des produits industriels qui sont en même temps, qui relèvent d'une tradition ancienne, il y a des marques qui ont plus de 100 ans. Donc, évidemment, ça clive moins bien que gros, petit. Alors, quand on a dit ça, est-ce qu'on est capable d'en faire quelque chose ? À la vérité, je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, c'est simplement le code de la consommation qui dit ce qu'on peut faire du mot tradition. Et comme vous l'avez dit à juste titre, les faits précèdent en règle générale le droit. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des tentatives et puis juste à un moment on dit « hop, fin de la partie, vous êtes allé trop loin ». Mais je crois que à ce stade-là, on voit mal finalement quels seront les freins ou les limites pour finalement l'activité industrielle de recourir ou de mettre en avant le caractère ou non traditionnel du produit. Alors moi par contre, ça a ouvert un questionnement que je trouve, qui est personnel, hein, je veux le partager. Je pense qu'on a mis face à ces difficultés qu'il y a à faire passer des certitudes que l'on a acquises sur les modes de production ou la fiabilité des modes de production industrielle, parce que justement ils ont une image relativement dégradée, tu l'as dit Catherine, on a un vrai problème, et ta question c'était comment faire. Alors moi je crois que peut-être on a une piste dans ce que vous avez dit. Au fond, on essaye de répondre à ces informations, cette meilleure information sur le mode de production, en s'attaquant à la carte d'identité du produit. Je ne suis pas si sûr que ce soit la bonne solution. En gros, la carte d'identité du produit, en gros, c'est quoi ? C'est ce qu'on raconte dessus, hein, c'est ce qu'on écrit dessus, c'est l'étiquetage. Et puis après, c'est l'espoir de faire évoluer les représentations sur un produit donné. Et si la solution était ailleurs ? Et si la solution n'était pas celle tout simplement de la carte d'identité d'une entreprise ? Pour une raison très simple, qui est l'influence du capital marque. Vous avez dit lui-même que c'était à peu près la seule relation significative en matière de déterminant du goût. Et si aujourd'hui le grand chantier, je ne parle pas pour les artisans parce qu'ils en bénéficient déjà, mais si le grand chantier pour les industriels, c'était de s'attacher finalement à la carte d'identité de leur marque. C'est-à-dire, par exemple, aux efforts entrepris ou à la mise en avant des efforts entrepris pour préserver la tradition, pour préserver la bonne santé des Français, par exemple via un soutien du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Donc, voilà, il y a mille et une manières d'agir pour finalement agir sur l'écologie, sur les efforts en matière d'alimentation durable, de développement durable, etc., etc. Est-ce qu'au fond, le grand chantier n'est pas celui, aujourd'hui pour les industriels, de la constitution, de l'élaboration d'une carte d'identité d'entreprise qui aboutira, bout à bout, à faire une carte d'identité de secteur industriel, etc., etc. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a un grand besoin pour... non pas pour dire il faut dire la vérité, on nous raconterait des histoires, c'est pas du tout ça le sujet. On a bien vu aujourd'hui que l'industrie ne raconte pas d'histoire, elle dit du mieux possible ce qu'elle essaye de faire. Et pour autant, elle a une image qui bute, qui achoppe sur des notions gros-petits, par exemple. Eh bien, moi, je crois que ce qui pourrait être un investissement pour elle, et ça n'est pas un appel, mais c'est simplement une suggestion, franchement, mon rôle s'arrête là, c'est de dire qu'elle a sans doute à engager des actions et à mieux faire connaître tout ce qu'elle fait pour la sécurité des personnes, pour la sécurité environnementale, pour le goût des produits. Et je crois que ça n'est qu'à ce prix que
Petit à petit, les représentations évolueront, parce qu'on voit bien que malheureusement aujourd'hui, ce qui est le plus stable, c'est le domaine des représentations. Voilà. Donc je voulais terminer sur ce petit point particulier. Merci à tous d'être venus.